CV avec Pascal CV. Que tous les coquins soient démasqués, jugés. Boulevard. On va aller rejoindre notre chroniqueur habituel du lundi. Il est au bout du fil. Frédéric Bérard, ça va bien? Très bien, merci Pascal. Toi-même? Ben oui, il faut. Je sais pas s'il fait beau à Montréal. Ici, c'est du soleil. C'est une belle journée. C'est frais, par exemple, -3 actuellement. Ben, c'est similaire, je te dirais. On est dans le même contexte météo. Changement d'heure, en fait, ça te fait du bien de ton bord? Parce que je sais que tu dormais moins bien ces temps-ci. T'es encore un peu mêlé. Ah ouais, hein? Toi, ça te déstabilise. Non, mais honnêtement, je sais pas, j'ai déjà fait des voyages avec des jet lags de 6, 7, 8, 10, 12 heures, puis c'est moins pire que ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Et C'est pourtant... peut-être l'âge ou c'est l'automne québécois va savoir, mais en tout cas, bref. Mais je vais être à l'heure pendant la chronique, t'inquiète. Ah, c'est bon. Ben, on commence tout de suite parce qu'il y a bien des sujets qu'on souhaitait aborder. Entre autres, ben, journée de grève, hein, on en a parlé récemment ensemble. Tantôt, on va recevoir Sylvain Dancause, aussi enseignant et chroniqueur éducation à l'émission. Puis il va nous parler un peu de tout ce qui nous attend pour les prochaines heures. Mais toi, tu te concentres aussi sur cette journée importante pour bien des corps des métiers pour essayer de faire valoir un peu leur salaire, oui, mais beaucoup plus leurs conditions. Ouais, puis écoute, moi, je les appuie à 100 je te dirais, là, pour toutes sortes de raisons. Évidemment, d'un point de vue salarial, rapidement, quand on parle d'augmentation, c'est pas une augmentation, c'est un rattrapage en rapport à l'inflation. J'ai calculé ça, 2021, 2022, 2023, Pascal, le taux d'inflation avoisine les 15 y penses-tu? Ça, c'est seulement depuis 3 ans. Évidemment, cette année, bon, ça va continuer encore un peu, 2024 aussi. Ce qui fait que le 20 qui est requis sur 5 ans, si ça se trouve, ça va à peine pallier l'inflation, peut-être même qu'ils vont arriver un petit peu en dessous de ça. Et puis, l'autre affaire, moi, qui m'achale, c'est que dans plusieurs corps de métier, notamment les profs, tu l'as dit, hein, d'entrée de jeu, il y a une question de conditions de travail. Écoute, j'étais avec des amis vendredi soir, et une d'entre elles m'explique, elle est orthopédagogue dans une école du West Island à Montréal. Et écoute bien ça. On lui a demandé de remplacer un prof pour le restant de l'année parce que l'autre pauvre prof a pété les câbles, tout simplement. Elle est partie en burn-out. Elle a dit, OK, mais moi, je suis orthopédagogue, là, je suis pas une prof comme telle. J'ai plein d'étudiants en difficulté qui ont besoin de moi. Ben, la direction leur a dit, ben, écoute, on comprend ça, mais on aime mieux laisser des enfants en difficulté sans ressources que des enfants sans difficulté, sans prof. C'est le choix qu'on est obligé de faire. Donc, t'imagines, on est rendu Ah non, c'est crève-cœur. Ils sont pas capables d'accomplir leur mission aussi, là, qui non, mais c'est ça, se veut l'affaire. Ça fait partie des revendications. Puis je finis avec ça. Imagine-toi donc que depuis la semaine dernière, cette même fille qui a étudié pour devenir orthopédagogue, qui l'est, là, qui est certifiée et tout, ben, on lui demande maintenant de jouer, tu ne le croiras pas, mais de jouer la brigadière le matin et en fin de journée. C'est elle qui fait traverser les enfants, les élèves, avec l'espèce de panneau arrêt, si tu veux, là, pour éviter les catastrophes. C'est quand même assez incroyable. Puis elle n'est pas payée pour faire ça. Donc, je veux dire, évidemment, je dis ça en tout respect pour les brigadiers, les brigadières, mais quand tu étudies pour devenir orthopédagogue, c'est quand même pas pour faire du bénévolat à titre de brigadier. Donc, en tout cas, bref, simplement pour dire qu'il y a plusieurs autres éléments que le simple salaire qui entre en compte ici. Absolument. Hey, c'est un gros week-end, entre autres cette grève-là qui va paralyser plusieurs secteurs. Trump aussi fait beaucoup jaser. Trump qui est prêt pour la présidentielle, hein, à nouveau. Trump fait toujours jaser. Systématiquement. Est-ce que je t'ai perdu? On est là, on est là. Oui, OK, bon, parfait. Ben, Trump fait toujours jaser, hein, ça, c'est bien connu. Mais là, il fait jaser pour ses déboires judiciaires aussi, là, qui s'accumulent, on le sait. Plusieurs choses. Hein? Trump est fait jaser à 1 an de la présidentielle parce que les sondages accablent Biden, puis ça fait frémir bien des gens. Puis en même temps, bien, effectivement, pour ses déboires judiciaux, on dirait que c'est comme une mauvaise saga des feux de l'amour qu'on comprend rien du côté des États-Unis. Et pourtant, c'est la politique et l'une des politiques les plus importantes à l'international. Ben, en fait, la politique américaine gère la politique à l'international, peut-être à, je sais pas moi, 50, 60, 75 %. Donc, évidemment que ça outrepasse, ça transcende les frontières américaines. Ça a un impact direct sur le Canada aussi. Et là, ce qu'on peut voir avec les derniers sondages, c'est que les appuis de Biden, déjà qui n'étaient pas si élevés que ça, ont encore fondu
les appuis à Harris, la vice-présidente, écoute, il n'existe presque plus. C'est le plus bas score de satisfaction qu'a une vice-présidente depuis presque 30 ans aux États-Unis. T'imagines-tu? Et là, moi, je te dirais là-dessus, je pense qu'il y a une question du fait que ce soit une femme, puis il y a des questions de couleur aussi, probablement, qui entrent en ligne de compte. Mais tout ça pour dire que, au final, actuellement, Trump détiendrait environ 5 des 6 États clés en claquant des doigts sans trop forcer. Ah oui, oui. Il y a un sondage qui a été publié hier par le New York Times et ça donne le président américain, là, Joe Biden, perdant face à Donald Trump, qui est encore dans les intentions de vote favori de la primaire républicaine là, dans ces 5 États-là. Sur 6, en fait, les États clés, il y en a 6, puis il y aurait les 5. Ah ben ça, écoute, oui. Puis ceux qui se posent la question, oui, mais est-ce qu'il va être le candidat républicain? Bien, la réponse, à mon avis, ne se pose même plus. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il va tout ramasser ça. Écoute, j'étais en Floride, tu te souviens, la semaine dernière ou l'autre d'avant, je me souviens plus. Et puis, je posais des questions ici et là. Et écoute, même Ron DeSantis, qui est un gouverneur assez populaire là-bas, n'a absolument aucune chance contre Trump, qui est en train de tout rafler, évidemment, d'un point de vue investiture, mais qui risque de tout rafler aussi à la présidence, malgré ses déboires judiciaires. Ça, c'est quand même assez fascinant. Hein? Quand tu te rappelles, par exemple, le Watergate avec Richard Nixon, qui avait été obligé de démissionner avant de se faire impeacher, là, qui est la procédure classique de destitution. Je veux dire que depuis une cinquantaine d'années, il y a eu une évolution en politique américaine, peut-être pas pour le mieux. Non, c'est inquiétant aussi avec tout ce qui se passe et pour plusieurs personnes, ben, ils voient en Donald Trump, ben ça c'est très, je vais vous dire, je vais vraiment d'une envolée personnelle, d'une opinion là, dans les prochaines secondes. Là. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que oui, je comprends, Trump s'est tenu face à d'autres dirigeants dans le monde, a montré une férocité, une colonne vertébrale. Mais au-delà de ça, pour moi, il y a quelque chose de très, très important. Ce que j'ai vu à travers du mandat de Donald Trump, c'est le fait que c'est un président qui n'a pas rassemblé des gens pour les bonnes raisons. Et ça, pour moi, ça vient tout le temps chercher une petite lumière. Hein? Quand tu rassembles les gens dans la colère, dans la séparation, dans la haine de l'autre, ce n'est pas un bon leadership. J'aurais aimé un président qui se tient avec une colonne vertébrale à l'international, mais qui rallie son peuple pour les bonnes raisons. Et c'est là où moi le bas blesse et j'ai beaucoup de difficultés avec Donald Trump qui pourrait retourner là, comme président des États-Unis pour la présidentielle de 2024. D'autant plus que pour la suite des choses, je veux dire, les relations à l'international vont être extrêmement importantes. Et c'est un sanguin aux côtés d'autres sanguins. On va avoir un Vladimir Poutine, un Kim Jong-un, plein de sanguins essayer d'avoir des relations entre eux. Puis on voit ça, mais moi, ça m'inquiète. Ben oui, écoute, ça, tu as absolument raison. Puis, tu n'as pas besoin d'avoir lu beaucoup d'ouvrages de sciences politiques classiques pour comprendre que Donald Trump a un mantra, c'est le mantra de la division. Tu l'as dit, la division sur la haine, le mépris, mais avec un succès quand même qui est phénoménal. Ça, moi, éventuellement, il y aura d'autres études qui évalueront dans le détail le premier mandat de Trump, puis évidemment la suite des choses avec toutes les poursuites judiciaires. Et moi, à mon avis, ils vont arriver à la conclusion que ce gars-là a tout le potentiel de devenir un potentat, un dictateur, mais de manière spectaculaire. Écoute, il y a des chiffres qui sont sortis aux États-Unis, Pascal, qui disent qu'il y a entre 30 et 35 des Américains qui souhaiteraient avoir ni plus ni moins une dictature. C'est quand même assez fou, là. Et qui personnifie cette dictature-là? Bien évidemment, c'est très clairement Donald Trump. Écoute, le gars, au-delà de tout ce qu'on a pu dire et vivre, a fait, pour moi, le crime de lèse-majesté par excellence. Il a lancé une attaque contre le Capitole. Tu t'en souviens? Absolument, des gens sont décédés, oui. C'est incroyable. Le Capitole, moi je te dirais, c'est plus qu'une assemblée législative. Aux États-Unis, c'est vu comme étant la maison du peuple. C'est la maison de la démocratie. Et il a réussi donc à fomenter une haine jusqu'à faire en sorte que des gens aillent tuer à l'intérieur d'eux. Et ce gars-là est encore en vie politiquement aujourd'hui. C'est quand même assez incroyable. Le gars, en ayant quitté, ça c'est la deuxième affaire, hein, on le sait, là, il a fait des appels en Géorgie, trouve-moi X nombre de votes. On les a, les enregistrements. Le gars a quitté avec des documents de la Maison-Blanche classés ultra confidentiels. Il n'y a absolument aucun droit de détenir des boîtes comme celle-là. Il y en a qui disent que c'est probablement des recettes du nucléaire. Qu'est-ce que tu veux faire avec des recettes du nucléaire chez toi, sinon les vendre, par exemple, à l'Iran? Donc, tout ça pour dire que pour moi, ça, c'est
la preuve par excellence, la preuve ultime de la déchéance de la démocratie américaine, que ce gars-là soit encore politiquement en vie. Puis là, je comprends qu'on peut critiquer Biden pour toutes sortes de raisons. On le trouve un peu confus, pas assez vaillant, pas assez dynamique, pas assez ci, pas assez ça. Mais entre un gars comme Biden et une candidature comme celle de Trump, qui est accusé, je le répète, de crimes excessivement graves, et puis il y en a un sacré paquet. Il y a 94 chefs d'accusation contre Trump au moment où on se parle. Et ça fait en sorte que ça témoigne, à mon avis, de comment je te dirais, de la déconnexion d'une partie trop importante de la population avec le réel. Il y en a un paquet qui pensent que Trump a réellement perdu l'élection en 2020. Oui, mais il y a là aussi là, le spectre d'inquiétude par rapport à comment est-ce qu'on est rendu là. Il y a clairement des gens qui n'ont pas été desservis. Puis la crise économique a fait beaucoup là-dedans. Il y a plusieurs années envers la confiance du gouvernement, des banques. Les gens qui ont perdu, tu sais, c'est émotif. Les finances, on le vit en ce moment avec l'inflation, puis avec la difficulté, puis la ceinture qu'on a à serrer de plus en plus. Puis il y a des gens qui ont été leurrés, qui ont été biaisés, qui ont fait confiance. Puis Trump est arrivé. Puis je me souviens d'un voyage, j'étais où à ce moment-là? J'étais en Californie, assurément. Je me suis ramassée à souper avec un couple, puis tu sais, des gens vraiment, vraiment intelligents, là, des gens là, plaisants avec qui jasaient, avec un certain jugement et tout. Puis eux allaient voter pour Trump pour la première fois, puis ils le disaient parce que l'économie pour eux était un point très important. On voit ça aussi là, au fédéral en ce moment, là, les gens qui cherchent, qui veulent quelque chose, une recette, un plan économique intéressant, important, ils souhaitent que ça soit pris au sérieux. Mais il y a ça, dans Joe Biden, moi j'en veux un peu aux démocrates en ce moment de ne pas être capable d'avoir un candidat intéressant pour essayer de renverser une certaine balance ou d'avoir des débats intéressants. Joe Biden n'est pas capable d'y tenir, qu'on se le dise. Je veux dire, toutes les fois où on voit que il y a un de ses gardes de sécurité qui vient l'enlever du podium pour dire êtes-vous correct. Puis je comprends pas ce que les États-Unis font en ce moment, du moins d'avoir des débats concrets entre les principaux futurs présidents, on va le dire comme ça, là, des gens, les candidats, pour faire avancer justement certaines choses. Je ne comprends pas où est-ce qu'on se dirige, puis c'est d'autant plus inquiétant avec ce qu'on voit dans le monde. Puis on va passer à ça, Frédéric Bérard, parce que en fin de semaine, ça a été encore une fois très, très, très important ce qui s'est passé dans cette guerre Israël, bande de Gaza. On commence, et au départ, on en parlait, là, à être un petit peu sceptique quant aux actes et aux prises des armes des Israéliens qui, oui, ont vu une atrocité complète du Hamas venir il y a plus d'un mois maintenant, tuer des gens sans scrupules sur leur territoire. Mais là, la manière dont on fait la guerre de ce côté-ci, c'est pas mieux. De ce côté-ci étant les Israéliens. Écoute, malheureusement, si tu te souviens, on en avait parlé, toi et moi, au début du conflit, là, dans les premiers jours. Et puis, c'est un peu ce qu'on avait dit. Moi, ça me semblait évident que ça n'allait pas bien se terminer, tout ça. Parce que là, Hamas, c'est un groupe terroriste qui n'a absolument aucun scrupule, qui prend des gens en otage, qui prend même sa propre population, c'est-à-dire la population palestinienne, en otage à plusieurs niveaux, en allant attaquer comme ça Israël. C'était clair, net et précis que la riposte allait être monstrueuse. Et Netanyahou, qui est le premier ministre là-bas, comme tu sais, qui avait perdu des appuis, avait perdu des plumes importantes. Écoute, il y avait des manifs dans les rues. Moi, j'étais allé, là, je les ai vus, ces manifs-là, à Tel Aviv notamment, où on traitait Netanyahou de crime minister au lieu de prime minister, en disant laissez les Palestiniens tranquilles, cessez les politiques de colonisation, cessez le blocus sur Gaza. Or, ce gars-là qui est en train de se faire abandonner par son armée, tout d'un coup reçoit le cadeau du ciel du Hamas. Et là, évidemment, tous les coups sont permis. Ils se mettent à varger de l'autre côté, comme tu l'expliques, de manière éhontée. Et là, tout le monde se regarde en disant, qu'est-ce qu'on fait, là, rendu là? Et moi, je vois plusieurs politiciens, les Justin Trudeau, qui te disent, évidemment, qu'Israël a le droit de se défendre, ça me semble évident, mais ils disent en conformité au droit international. Ça me semble évident aussi. Mais qui l'assure, le respect du droit international? Qui l'évalue? Personne. Et c'est ça qui est le problème avec ce même droit-là. C'est que c'est un droit postiche. Mais oui, ce n'est qu'une représentation. J'en jasais avec mon amie Sophie Marino, qui, elle, a étudié Ukraine, Russie, puis fait beaucoup, beaucoup d'études universitaires, doctorantes, en fait, des relations internationales. Puis ce qu'elle disait, c'est qu'elle dit, oui, ça existe, un genre de tribunal international, mais il n'y a pas de poids. Puis quand les
par exemple, les gens qu'on souhaiterait accuser dans ce tribunal international-là restent au sein de leur territoire, il n'y aura pas de possibilité d'aller plus loin avec ça. Puis encore là, les sanctions qu'on va apporter, on a des limites à tout ça. Fait qu'effectivement, tous ceux qui sont à la tête d'un pays ont finalement le droit de faire ce qu'ils souhaitent. Puis ce qu'on voit de plus en plus, c'est une non-adhérence à un genre de respect international ou balise internationale. Ben ça oui, puis tu vois, ton ami, ta collègue a absolument raison. Ça s'applique à tout niveau, hein. Ça s'applique en matière de droit humanitaire, en matière de droit de la guerre, en matière de droit à l'indépendance, en matière de droit de l'enfant, c'est-à-dire des enfants soldats. Mais je veux dire, c'est un droit des puissants. Mais quand c'est un droit des puissants, ce n'est pas du droit par la force des choses. Parce que pour qu'un droit s'applique, ça prend des règles claires, établies, et qui sont coercitives, qui doivent être suivies et qui sont mises en place, ou puis en fait, on les fait respecter par l'entremise, par exemple, d'un arbitre qui n'existe pas à ce moment-ci. Puis moi, ce que je trouve désolant, c'est que là, de part et d'autre, le droit international est violé, mais on est incapable de même évaluer l'ampleur de ces violations-là. Il y en a plusieurs qui demandent un cessez-le-feu, mais là, on voit toute l'espèce de justement, de petits côtés postiches à tout ça. Tout le monde a un peu peur de se mouiller. Et moi, ce qui me désole le plus, c'est que, puis je suis sûr que c'est la même chose pour toi, c'est qu'il y a des enfants qui sont des victimes de ces machinations, victimes de parfaitement innocentes. Là. On ne peut pas être plus innocent que ça. Ouais. Et de les voir, moi, en tout cas, ça me brise le cœur. Puis tout ceci continue. Puis tu sais quoi? Ça risque de continuer encore pendant assez longtemps. Parce que là, ce qui arrive, c'est que la communauté internationale ne met pas ses culottes, passe-moi l'expression, regarde les massacres se poursuivre, puis ils disent, on avisera en temps et lieu. Ce qui est quand même tout à fait l'antithèse du paradigme là, des droits et libertés, notamment du droit international. Quand même difficile de se positionner malgré tout dans tout ça. On sent qu'on est un petit peu sans ressources face à des gens, puis il y a des clans qui s'affrontent et qui n'ont aucune limite. Même qu'on s'entend qu'il y a une quête identitaire en arrière de ce que le Hamas défend. Merci beaucoup, Frédéric Bérard. On se reparle lundi prochain. Avec plaisir, Pascal CV. À bientôt. À bientôt.